Ce matin, avant de parler bien sûr longuement de cette consultation des maires, consultation dont vous êtes à l'origine, on va parler de l'actualité Rouen. Suite des conséquences de l'incendie, l'inquiétude reste bien sûr vive sur place. Hier, Édouard Philippe a promis la transparence. Il y a une commission d'enquête qui devrait voir le jour au Sénat la semaine prochaine. Pour vous, c'est une bonne chose? C'est absolument indispensable. C'est l'attente profonde des habitants de Rouen et de l'agglomération rouennaise. Il est toujours plus difficile de rassurer que d'inquiéter, bien sûr. Il ne faut pas faire de la surenchère dans les informations anxiogènes. Il faut la vérité. Je crois que le Premier ministre dit les choses justement quand il parle de transparence. Mais ce qui est très difficile pour les Rouennais, c'est justement qu'on fait la transparence. Et pour le moment, les informations ne sont pas suffisantes. Elles ne peuvent pas l'être d'ailleurs. Il faut le temps des analyses, il faut le temps de la vérification, mais pendant tout ce temps-là, on peut comprendre que nos concitoyens de Normandie soient réellement inquiets. Mais vous dites que le gouvernement ne peut pas faire plus, il fait ce qu'il faut, il n'y a pas eu de mauvaise gestion? Ce que je dis, c'est que dans toutes ces crises sanitaires, moi j'ai été associé près du président Chirac à la gestion des suites de la crise de la vache folle, mais dans toute crise sanitaire, il y a un moment précis, et nous sommes dans ce moment aujourd'hui, où le gouvernement, les experts eux-mêmes, n'ont pas réponse à toutes les questions. Et c'est la raison pour laquelle faire la lumière, ça passe aussi par le rôle du Parlement, par le rôle du Sénat, quand nous décidons ici de faire une commission d'enquête, nous voulons apporter une contribution avec le recul qui est le nôtre, avec cette capacité d'indépendance dans l'étude du phénomène. Qui sera plus crédible que la parole gouvernementale. Et puis, oui, bien sûr, parce que tout gouvernement, et ce n'est pas celui-là en particulier, il est en situation d'autorité, de gestion. Et donc, au fond, pour faire face à ce type de crise, il y a besoin d'un regard indépendant. Le Sénat, qui est par définition une assemblée parlementaire indépendante et non alignée, il a cette capacité de regarder le fond des choses et de dire la vérité en toute indépendance. Autre sujet aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui va lancer la concertation citoyenne sur la réforme des retraites. Il sera à Rodez. Pour vous, c'est important de consulter les Français sur cette réforme ou le travail qu'a fait Jean-Paul Delevoye, qui a consulté lui-même pendant 18 mois, suffit? On ne consulte jamais trop les Français. Mais moi, ce qui me frappe dans cette réforme, c'est qu'elle est fondée sur une intention qui paraît positive, mais qui pose mal le problème. Au fond, on nous dit qu'il faut que chaque euro cotisé donne les mêmes droits en matière de retraite. Tout ça est très séduisant. Mais le vrai problème de la retraite, aujourd'hui, c'est pas celui-là. C'est quelle retraite je vais avoir si je prends ma retraite dans 20 ans et comment faire pour durablement assurer l'équilibre financier des retraites. Or, c'est le seul sujet que les pouvoirs publics nous disent en réalité de ne pas vouloir traiter. Moi, je veux bien qu'on fasse des réformes, comme on les a appelées, systémiques. C'est un mot qui fait impression. Mais moi, c'est pas le systémique qui m'intéresse. C'est le financement des retraites. Et là encore, j'ai été aux côtés de Simone Veil en 93 pour la première réforme des retraites. Il se trouve que j'ai été aux côtés de Jacques Chirac et de Jean-Pierre Raffarin en 2003 pour la seconde réforme des retraites que portait François Fillon. La réforme des retraites, c'est toujours à remettre sur le métier et il faut garantir aux gens leur retraite pour sécuriser leur présent. Vous savez, si les gens se disent « j'aurai pas une retraite », alors ils ne consomment pas parce qu'ils sont obligés d'épargner davantage et c'est toute l'économie qui en souffre. Donc clairement, il n'y a pas le choix, il faut reculer l'âge de départ à la retraite. Et ceux qui souffrent le plus des perspectives de déséquilibre financier des retraites, c'est les plus pauvres. Parce qu'évidemment, le cadre supérieur, lui, il s'est constitué un patrimoine. Quand il part à la retraite, il n'a plus besoin de payer de loyer, il a sa maison, son appartement. C'est pas la même chose. Donc moi, je veux dire qu'il faut absolument ne pas se tromper de combat en matière de retraite. Et oui, il faut prendre des mesures qui garantissent le financement. Il n'y a pas de mystère. Vous vivez plus longtemps, mieux que les générations précédentes. Et donc, finalement, il y a une forme de convergence entre le besoin d'accomplissement personnel qui passe souvent encore, heureusement d'ailleurs, par le travail, qui n'est pas une corvée.
sauf quand vous avez travaillé dur depuis le plus jeune âge et que vous êtes épuisé. Et là, il faut en tenir compte. Mais il y a une convergence entre ce besoin d'être présent dans la société et actif, et ce besoin que nous cotisions davantage pour garantir de bonnes retraites. Allez, on va passer au sujet qui vous concerne de près, hein, Philippe Bas. Cette consultation que vous avez lancée au nom de la Commission des lois, grande consultation auprès de tous les maires de France. Hier, vous en avez dévoilé les résultats. On regarde les principaux enseignements avec Béatrice Finzan. Ils sont 3812 à avoir répondu à la consultation lancée par la Commission des lois du Sénat le 13 août dernier sur les 36 000 maires de France sollicités. 10,9% de participation, c'est un maire sur 10. Et le premier constat est affligeant. 92% des élus qui ont répondu au questionnaire ont déjà été victimes d'incivilités, d'injures, de menaces ou d'agressions physiques. Or, moins de la moitié vont jusqu'à porter plainte, des plaintes qui n'aboutissent à la condamnation pénale que dans un cas sur 5. Objectif de cette consultation, mesurer l'insécurité des maires pour apporter des propositions présentées par la Commission des lois. Les maires, parce qu'ils détiennent une parcelle de l'autorité publique, sont exposés. Ils sont nombreux à se sentir seuls, abandonnés et sans moyens pour lutter contre les violences dont leur réponse au questionnaire atteste qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui. Il faut leur donner un coup d'arrêt. Un plan d'action donc qui s'articule autour de 12 mesures visant à renforcer l'autorité des maires, conforter leurs moyens d'action et mieux les protéger dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut qu'il y ait davantage d'amendes qui ne soient pas des amendes pénales, c'est-à-dire prononcées par le tribunal, mais des amendes administratives, c'est-à-dire prononcées par le maire. La Commission va d'ailleurs amender le projet de loi engagement et proximité afin d'y intégrer les dites mesures déjà transmises au gouvernement afin qu'elles soient appliquées au plus vite. On va parler de ce projet de loi sur le statut de l'élu dans quelques instants, mais d'abord sur les résultats de cette consultation. 92% des maires qui ont répondu à votre questionnaire se disent victimes de violences ou d'agressions. Est-ce que pour vous, c'est le reflet de la triste réalité ou c'est un chiffre à nuancer? Vous vous dites que seuls les maires victimes d'agressions ont répondu à votre questionnaire. Ce n'est pas un sondage, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'un sondage, vous prenez scientifiquement un échantillon représentatif. Mais c'est mieux qu'un sondage, d'une certaine façon. Parce que c'est une mesure grandeur nature. Et évidemment, ont plutôt répondu des maires qui étaient victimes d'agressions. C'est évident. Enfin, 3812 réponses, on n'a jamais vu ça. Vous n'attendiez pas un tel chiffre? Je n'avais pas fixé d'objectif, j'attendais de voir les réponses. Nous disions, avant d'agir, il faut connaître. C'est pour ça que nous avons fait ce questionnaire, en plein mois d'août, après le décès tragique du maire de Signes. Et nous avons fait très vite pour exploiter les réponses qui ont confirmé, au fond, ce que nous savions, nous, sénateurs, parce que nous sommes au contact des élus quotidiennement, que le problème n'est pas marginal, le problème n'est pas anecdotique. Il y a un profond sentiment d'insécurité. Et en plus, 60% des réponses nous disent « ça s'aggrave ». La cote d'alerte est franchie. Et nous voulons donner un coup d'arrêt à ça. Parce qu'il n'est pas acceptable. Vous savez, dans une commune rurale, le maire, c'est un citoyen habitant parmi les autres. Il accepte de se dévouer. Il n'est pas en train de faire une carrière politique. Il va s'occuper de changer les fenêtres de la mairie, de remettre de l'asphalte ou du bitume sur telle voie, d'arbitrer un conflit de voisinage. C'est quelqu'un de dévoué. Alors, si, avec toutes les contraintes de l'exercice de la fonction de maire, vous avez en plus les incivilités, les agressions, les violences, la diffamation sur les réseaux sociaux, ça devient insupportable. Et donc, nous disons, nous, la commune, c'est la petite République dans la grande. Et si la petite République dans la grande est malade, c'est toute la République qui est malade. Il y a un chiffre dans votre questionnaire, c'est que seuls 37% des élus qui vous ont répondu ont porté plainte après une attaque dont ils ont été victimes. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce qu'il y a une faiblesse de la réponse pénale que finalement les élus ne vont pas porter plainte? Je l'explique par un vécu que j'ai. Le maire assume. Il ne veut pas être à charge de sa commune. Il ne veut pas demander au conseil municipal
de payer l'avocat. Il ne veut pas envenimer les choses quand il y a eu une violence. Il encaisse. Et moi, je dis au maire, non. Il faut que vous agissiez, il faut que vous portiez plainte. Et je dis, il ne faut pas que vous ayez à devoir vous soumettre à une décision du conseil municipal. Il faut que l'assistance par l'assurance obligatoire soit automatique, sauf opposition du conseil municipal, bien sûr. Il pourrait y avoir des abus, il faut être prudent. Mais il faut que cette assistance soit automatique et il faut que dans une commune de 1000 habitants, la dépense soit compensée par l'État. Parce que le maire n'osera jamais porter plainte si il faut, en portant plainte, sacrifier une partie du budget municipal dont on a besoin pour des petits travaux de la commune. Et moralement, il ne se sent pas la liberté de faire ça. Et du coup, on ne donne pas le coup d'arrêt qu'il faudrait. Mais surtout, une fois que vous avez porté plainte, 20% seulement de condamnation. Alors le maire dit, à quoi bon ? À quoi bon porter plainte ? Et puis, ils disent aussi... Donc pour vous, il faut une réponse politique, une réponse judiciaire plus ferme. Mais bien entendu, ils disent je vais à la gendarmerie, on me répond qu'on ne transmettra pas la plainte. Alors que je suis maire, il faut que j'assume et que c'est les risques du métier. Non, il faut au contraire, comme on le fait d'ailleurs pour un policier ou un gendarme qui est agressé, et on a raison de le faire, et maintenant pour un pompier, parce que les pompiers sont agressés aussi. Enfin, quand vous représentez l'autorité publique au service des autres, il faut que cette autorité soit protégée, pas seulement pour vous-même, mais dans l'intérêt du bon fonctionnement de nos collectivités et de la démocratie. Allez, on a vu le constat avec vous, Philippe Bas. On va maintenant voir les solutions. Vous avez fait des propositions, mais il y a la loi de Sébastien Lecornu, loi engagement proximité, qui était examinée en commission hier en Sénat. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Philippe Bas. Alors, bonjour. Loi Lecornu qui était examinée hier en commission et les sénateurs ont enrichi ce projet de loi. Et oui, la commission des lois du Sénat a enrichi ce projet de loi avec notamment des mesures sur la sécurité des maires qui sont issues de cette grande consultation dont vous parliez, avec par exemple la possibilité pour le maire de se voir déléguer le pouvoir de fermer des débits de boissons et des établissements de musique si c'est nécessaire. Par exemple, pour les voitures abandonnées sur la voie publique, le maire pourra prononcer une astreinte de 50 € par jour. Et puis, tous les élus municipaux pourront bénéficier de cette assurance qui finance leur protection juridique. Il y a aussi des mesures pour encourager les maires à se représenter, faire face à la crise des vocations. Et oui, car à la base, c'était l'objectif premier de ce projet de loi. Alors, le texte du gouvernement sur le volet indemnité des maires prévoyait d'augmenter de 150% les indemnités des maires des petites communes de moins de 500 habitants. Là, la commission des lois a un peu recadré, raisonné les choses. Elle prévoit une hausse de 50% pour ces élus en particulier, et puis une hausse de 30% pour les maires des communes entre 500 et 1000 habitants. Sur les frais de garde, là, les sénateurs sont plus généreux que le gouvernement. Les frais de garde seront remboursés pour les maires de toutes les communes de moins de 3500 habitants. Et puis, le transfert des compétences des communes aux intercommunalités sera assoupli. Il se fera un peu à la carte. C'était une grande demande des maires, car beaucoup se sentent dépossédés de leur pouvoir face à ces grandes intercommunalités. Merci Alex. Philippe Bas, à tout à l'heure Alex. Philippe Bas, on voit le Sénat a enrichi ce projet de loi. Oui. Est-ce que désormais c'est une réponse adaptée au malaise des maires, ce projet de loi Lecornu ? C'est une réponse nécessaire. Le Sénat d'ailleurs l'avait donné il y a déjà 18 mois et nous trouvons que le gouvernement a un petit peu tardé à s'emparer du sujet. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Et puis, nous essayons de rehausser le niveau de l'ambition, comme vous l'avez montré il y a un instant. Parce que, oui, c'est lourd d'être maire, et la multiplication des contraintes, on ne parle plus de la violence, mais ça en fait partie, ce risque aussi, la multiplication des contraintes par les normes qui se sont surajoutées, et les difficultés financières des communes, par les dotations qui ont été réduites, puis qui ont été gelées, puis par la réforme de la taxe d'habitation qui a créé une énorme incertitude sur le financement des collectivités. Tout ça fait qu'avant de rendre ce service, que de se dévouer pour sa commune, on y réfléchit à deux fois. Et donc, il est grand temps
de dire au maire, oui, nous vous avons entendu, nous vous donnons des moyens supplémentaires. Évidemment, cette loi, elle ne peut donner qu'une partie de la réponse. Il y a des réponses plus importantes à faire. Vous savez, nous avons déposé... Vous, hier, vous avez... Oui, mais vous avez oui, déposé, allez-y. Mais oui, au fond, nous pensons qu'il faut refonder les libertés locales. Dans notre pays, à chaque fois qu'on donne des pouvoirs aux élus locaux, on s'efforce très rapidement de les rendre aux administrations centrales en asphyxiant financièrement les collectivités et en multipliant les normes. Donc il est grand temps de donner un nouveau souffle. Mais sur les propositions que vous avez faites hier, parce que dans votre conférence de presse, il y avait aussi beaucoup de propositions, est-ce que vous pensez être entendu ou mieux suivi par le gouvernement? Alors là, on revient à la question de la sécurité, parce que c'est celle-là qu'on a traitée principalement hier. Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons d'abord, dans 45% des cas, quand il y a violence ou incivilité, c'est à l'occasion de l'exercice de ses pouvoirs de police par le maire. Et c'est ce qui s'est passé pour le malheureux maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, qui est mort brutalement alors qu'il faisait son devoir de maire, dans l'intérêt de la collectivité, parce qu'on déposait des gravats sur un terrain privé tout de même. Et donc les maires se disent, mais alors je devrais rester aux abris et ne pas assumer mon devoir. Non, c'est pas possible de faire ça. Du coup, nous disons, puisque quand ils portent plainte parce que quelqu'un a violé un arrêté municipal, ça n'a pas de suite, il va falloir maintenant qu'on fasse en sorte que, au lieu d'aller jusqu'au tribunal, ce soit la commune elle-même qui puisse prélever des amendes, de sorte que là, les gens se disent, ah ben, si le maire constate que je viole l'arrêté municipal pour un dépôt d'ordures ou que j'occupe de manière illégale un terrain, je vais prendre tout de suite la sanction. Ça, c'est très important de pouvoir garantir ça. Donc, renforcer l'autorité du maire et que ça se sache. Et deuxièmement, protéger le maire. Que le maire ne soit plus tout seul. Ça veut dire que le sous-préfet, le gendarme, le préfet, il doit immédiatement venir au secours du maire, que les plaintes soient enregistrées, que le procureur puisse saisir le tribunal quand le maire est agressé, pour qu'il y ait un tribunal qui prononce une peine, et surtout, dans tous les cas d'ailleurs, que quand la justice est saisie, elle dise au maire ce qu'elle fait, qu'elle n'attende pas que le maire vienne le lui demander, mais que ce soit automatique. Et puis que la garde des Sceaux, elle donne une instruction pour dire, dans notre démocratie, c'est pas acceptable de laisser les maires tout seuls. Je vous demande, mesdames et messieurs les procureurs de la République, de faire des poursuites à chaque fois que ça vous paraît justifié. Plus de fermeté de la part du gouvernement. Mais oui. On va changer de sujet, Philippe Bas, mais vous le savez, tous les jours dans cette émission, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Lyon pour retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour Jean-Philippe Vigouroux, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Progrès, alors vous allez nous parler d'un tout autre sujet puisque vous allez nous parler fromage, la fourme de Montbrison. Effectivement, nous publions ce matin un reportage réalisé dans la Loire, près de Montbrison. Cette ville du Forêt est connue au-delà des frontières du département pour sa fourme. Il s'agit d'un fromage à pâte persillée qui a obtenu son AOC en 1972 et bénéficie d'une AOP depuis 2010. Et c'est justement cette AOP, cette appellation d'origine protégée, qui est aujourd'hui pointée du doigt. L'un des producteurs de cette fourme a récemment claqué la porte de l'appellation. Nous sommes allés à sa rencontre pour connaître les raisons de cette rupture. Alors qu'est-ce qui se passe, Jean-Philippe Vigouroux, avec cette appellation ? Alors, nous avons rencontré Hervé Guillermin et Catherine Griot, qui sont à la tête de la ferme La Griotte et qui pointent des incohérences selon eux dans le cahier des charges de l'AOP. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut être équipé de manière industrielle pour faire de la fourme AOP, regrettent ces deux fourmiers. Aujourd'hui, ils représentent moins de 1% de la production de l'appellation, qui est de 500 tonnes par an. Alors, ils se défendent de vouloir déstabiliser l'AOP, mais souhaiteraient une appellation qui soutienne davantage les installations fermières et artisanales. Nous avons envie de faire un fromage militant qui défende les agriculteurs, un produit et une région, résument les dissidents, qui voudraient également rendre l'utilisation du lait cru indispensable. Et qu'est-ce qu'on répond du côté de l'AOP ? Alors, nous avons évidemment interrogé le président du syndicat de la fourme de Montbrison, qui nous a expliqué ne pas comprendre cette démarche. Cette année, nous avons développé la filière bio, on a été dans leur sens, on remet des fermiers en place. C'est totalement faux de parler d'industrialisation, se défend Hubert Dubien. Et de rappeler qu'avec 500 tonnes annuelles, la fourme de Montbrison n'est pas vraiment une appellation de grande dimension selon lui. Effectivement, pas très loin de là, à Ambert, dans le département voisin du Puy-de-Dôme, on produit chaque année 5000 tonnes d'une autre fourme.
Merci beaucoup Jean-Philippe Vigouroux. On va peut-être voir la Merci une du Bonne Progrès journée. ce matin. Merci d'avoir été en direct avec nous. Philippe Bas, on a vu le Progrès. On va voir maintenant ce qui se passe du côté de la presse régionale de votre département, la Manche, avec Alexandre Poussard. Et Alex, on commence avec Paris-Normandie. Et oui, il y a le journal Paris-Normandie qui se demande qui croire autour de cet incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Finalement, cette une laisse un peu planer le doute sur les informations qui sont communiquées par l'État autour de cet accident industriel, alors que le préfet avait d'abord assuré qu'il n'y avait pas de toxicité aiguë des fumées dégagées par cet incendie. Mais en même temps, tous les agriculteurs de la région ne pourront plus commercialiser leurs produits. Il y a donc un certain scepticisme sur ces agences scientifiques qui fournissent les relevés à l'État. Un expert judiciaire en chimie est même interrogé dans ce journal Paris-Normandie. Et à la une de Ouest France aussi, il est question de Lubrizol. Et oui, le journal Ouest France pose la question des risques pour les habitants, alors que la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a assuré hier qu'il y aurait bien un suivi médical de toutes les personnes touchées par cet incendie. Et quand on lit l'édition normande de Ouest France, on apprend qu'un écoquartier doit voir le jour à Rouen, mais attention, pas n'importe où, eh bien à 1 km de l'usine Lubrizol. Alors, vous allez le voir, cet écoquartier était un beau projet, 90 hectares en bord de Seine, 30 hectares d'espace vert, mais la proximité de l'usine et puis surtout l'accident pourrait remettre en cause ce projet qui pourrait ne pas voir le jour tout simplement. Et on va terminer, Alex, avec la presse de la Manche. Et oui, la presse de la Manche qui s'intéresse au logement social dans le département de la Manche et qui se demande pourquoi ces logements HLM sont-ils si incontournables. Il y a de plus en plus de logements HLM neufs qui sortent de terre dans le département. Et un exemple, à Cherbourg, plus de 20 000 habitants vivent dans des habitats à loyer modéré. Philippe Bas, merci Alex, on parlait de votre département. Vous avez été le président du conseil départemental de la Manche, qui était général, je crois, à l'époque d'ailleurs. Vous comprenez... Départemental. Vous comprenez la colère de ces présidents de département. On en parlait tout à l'heure sur cette réforme de la fiscalité locale. Dominique Bussereau ne décolère pas. Ça les prive d'une partie de leurs ressources, le foncier bâti, pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que vous comprenez cette colère de Dominique Bussereau? Mais je ne fais pas que la comprendre. Je la partage. C'est un jeu de vase communicant absurde. Vous supprimez l'impôt des communes. Vous allez chercher l'impôt des départements pour remplacer l'impôt des communes. Vous donnez au département une ressource qui devra être en réalité votée par le Parlement chaque année. Quand les fins de mois de l'État seront difficiles, vous étranglerez le financement des départements. Vous croyez que c'est logique? Non. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie financière des communes, des départements et des régions sans le pouvoir de lever l'impôt local. Vous êtes dans une commune. Vos habitants vous disent « je veux une piscine ». Vous leur dites « d'accord, on va faire une piscine. Voilà ce que ça va coûter pour la taxe d'habitation ». Et les gens réfléchissent en disant peut-être qu'au lieu d'avoir une piscine tout seul, on devrait la faire avec les voisins. Et le lien fiscal, c'est l'essence même du lien démocratique. Vous ne pouvez pas gérer une communauté si vous ne responsabilisez pas l'électeur citoyen en lui disant que les décisions qu'on va prendre ensemble, elles ont un impact sur l'impôt local et que par conséquent, il faut en responsabilité en discuter ensemble. Donc vous vous opposerez à cette réforme de la fiscalité locale telle qu'elle est conçue? Je considère qu'il faut rappeler les principes fondamentaux sans lesquels il n'y a pas de démocratie locale. Et quand il n'y a pas de démocratie locale, c'est-à-dire la démocratie du concret, c'est la démocratie tout court qui dépérit. Et je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus. C'est bien joli, personne ne se plaindra de ne plus payer de taxes d'habitation. On est tous contents. Mais enfin, avant de distribuer des cadeaux, il faut réfléchir. Et il faut réfléchir dans des termes qui permettent de maintenir le civisme dans la République. Et le gouvernement n'a pas assez réfléchi pour vous? Mais le gouvernement, c'est bien normal. Il applique les promesses de campagne. Mais enfin, agir d'abord, réfléchir après, ce n'est pas une méthode de gouvernement. Il nous reste peu de temps, Philippe Bas, mais un petit mot avec vous sur Alexandre Benalla, dont vous avez beaucoup entendu parler l'année dernière. Il refait parler de lui, Alexandre Benalla. Il distille des indices sur une possible candidature au municipal à Saint-Denis. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Benalla est un citoyen français. Il a le droit de se présenter aux élections tant qu'il n'est pas condamné à une peine qui l'en empêche.
Ben voilà, ça c'est dit. Un mot avant de vous quitter sur Jacques Chirac. Vous avez été l'un de ses plus proches collaborateurs, Philippe Bas, secrétaire général de l'Élysée. Qu'avez-vous pensé des hommages rendus à Jacques Chirac, de ces milliers de Français qui se sont pressés pour voir son cercueil? Mais j'ai été bouleversé de voir ça. Et je comprends pourquoi, ayant vécu auprès de Jacques Chirac pendant si longtemps. Au fond, moi, ce que j'ai appris personnellement de Jacques Chirac, c'est que la compétence n'est rien sans le cœur. Et c'est aussi que le chef d'État qu'il était a donné l'exemple d'une certaine profondeur de champ. Il s'intéressait à l'histoire depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Il connaissait toutes les civilisations. Et quand il y avait un problème pour la France, comme le problème de la guerre en Irak, il avait toutes ses références, tous ses principes, la connaissance des réalités aussi. Et il était prêt à réagir et à incarner le meilleur de la France. Moi, c'est ce que je retiens de lui. Bien, merci.